La redynamisation du projet de corridor de Lobito a fait l'objet d'une réunion multilatérale à laquelle ont participé plusieurs présidents de l'Afrique, notamment Félix-Antoine Tshisekedi et celui de l'Amérique. Intense combat signalé ce matin au sud du territoire de Lubero. L'ennemi M23 qui tentait d'attaquer les positions des FARDC s'est retrouvé devant une forte résistance. Et puis le Sénat a examiné en seconde lecture le projet de loi des finances 2025. Dans la nuit du mardi 3 décembre, le débat général engagé après sa présentation a permis aux sénateurs de faire des recommandations. Bienvenue à cette grande édition du journal, Madame et Messieurs. Bonsoir. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé à une réunion multilatérale qui a réuni le président angolais, le président de la Zambie, le vice-président de la Tanzanie et le président de l'Amérique. Ce sommet a porté sur la redynamisation du projet du corridor de Lobito, un axe ferroviaire et logistique qui promet de transformer les échanges économiques entre l'Afrique australe et centrale tout en renforçant leur connectivité avec les marchés internationaux. Félix-Antoine Tshisekedi a salué cette initiative tout en évoquant la question de la paix et de sécurité dans la région qui est important pour le développement. Rachel Liwala. Dans ce mot, lors de cette rencontre multilatérale, le président de la République Félix Tshisekedi a souligné que cette initiative ne se limite pas à une simple infrastructure, mais constitue un catalyseur pour dynamiser l'économie locale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. Par ailleurs, le chef de l'État a évoqué la question de la paix et de sécurité dans la région pour libérer pleinement les potentiels du corridor de Lobito. Pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Pour rappel, le corridor de Lobito comprend les ports de Lobito, le terminal de Minehero, l'aéroport de Katumbela et les chemins de fer de Benguela. En RDC, ce corridor relie les provinces minières du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Haut-Katanga. Les concentrés de cuivre sont acheminés de ces provinces vers la Zambie pour y être fondus avant l'exportation et le corridor offre une voie efficace pour l'accès au marché extérieur. Et de l'autre côté, le chef de l'État a reçu 50 enfants déplacés de guerre de la province du Nord Kivu, originaires des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ces enfants sont à Kinshasa depuis dimanche pour faire de plaidoyer aux autorités congolaises pour la restauration de la paix dans leur milieu de vie. Le président leur a rassuré des efforts fournis pour le retour de la paix. Je vous propose de suivre les propos de Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Alors, les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt.
Et je l'avais dit au sommaire, d'intenses combats ont repris depuis tout ce matin au sud du territoire de Lubero. L'ennemi M23 a encore tenté d'attaquer les positions des FARDC engagés dans les opérations Front Nord. Selon le porte-parole de ces opérations, les rebelles se sont retrouvés devant une forte résistance. Les forces loyalistes les ont donc mises en déroute. Regardez. Il s'agit du troisième jour d'affilée d'intenses combats dans le sud de Lubero entre les FARDC et les rebelles du M23. Depuis tôt ce mercredi, les détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans les villages des Katoa, Luofo, Kasege, Miriki et Mihobwe. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de repousser l'ennemi. C'est depuis tôt dans la matinée de ce mercredi que l'ennemi RDF M23 a tenté encore de percer les dispositifs des FARDC sur toutes ces positions engagées dans les opérations Front Nord. Malheureusement, comme vous le savez, ils se sont encore cette fois-ci retrouvés devant une très forte résistance des FARDC qui étaient en défensive sur leur position initiale dans la stricte observance de cessez-le-feu tel que voulu les accords de Luanda. Répondant aux tirs et aux attaques de l'ennemi, les FARDC les ont mis tous en déroute. Et présentement, au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale à Katoa, Luofu, Kasege, Miriki, Miobe. Et nous appelons la population à garder son calme, à demeurer serein et à rester unis comme un seul homme derrière son armée, car la victoire est la nôtre. Il faut dire que sur plusieurs lignes de front, l'armée congolaise prend le dessus sur les assaillants, à en croire les sources locales qui affirment qu'aucune entité n'a été prise par les autorités congolaises d'être soutenue par le Rwanda. Et puis au Sénat, le projet de loi des finances 2025 examiné en seconde lecture dans la nuit du mardi 3 décembre. Le débat général engagé après sa présentation a permis aux sénateurs de faire des recommandations. Ce projet a été renvoyé à la commission ECOFIN qui aura donc 6 jours pour présenter son rapport. Patrick Issot. Équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, le projet de loi de finances 2025 a été présenté par le ministre d'État en charge du budget. C'est un projet qui s'assoit sur quelques indicateurs macroéconomiques à relever et mébogie. Il s'agit du taux de croissance du PIB qui s'élève à 5,7%, du taux d'inflation moyen de 10%, du taux d'inflation fin période de 9,2% et du taux de change moyen s'élevant à 2 954,4 francs congolais pour $1 américain. Ce projet de loi des finances 2025 qui s'aligne sur la lettre d'orientation de la Première ministre pour s'assurer de la traduction fidèle du programme d'action du gouvernement a retenu l'attention des sénateurs. Ils ont soulevé un certain nombre de questions qui ont amené à des recommandations. Ceci amènera à son adoption. Il va de ce fait être envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Après ce long débat de près de 6 heures, les réponses apportées par le ministre d'État, ministre du Budget, et la suite qui va s'en suivre au niveau de notre commission. Je voudrais ici, justement par rapport à ces travaux qui doivent se poursuivre, et conformément au calendrier des travaux de cette session, déclarer que ce projet de loi est confié à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Nous lui accordons un délai de 6 jours pour procéder à cette étude et venir présenter son rapport. Il faut rappeler que le débat général a duré près de 6 heures, ce qui a conduit la séance jusque tard dans la soirée du mardi 3 décembre. Et on parle justice, la peine de mort sera désormais exécutée sur les Kuluna traqués et condamnés. Le ministre d'État en charge de la justice décrit le fait que les Kuluna continuent à semer la désolation et endeuiller des familles à travers le pays, d'où la mise en place d'une commission de lutte contre le banditisme urbain en vue d'y mettre fin. Des bouclages seront donc organisés dans des quartiers et rues, a annoncé mardi le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Mouta. On en parle avec Ida Malouba. Le chef de l'État nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays.
compris dans la capitale et la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer, mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna en deuil. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Et tout à fait autre chose, la centrale électorale a intensifié la sensibilisation électorale de proximité dans les secteurs et villages du territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu. Objectif, avoir des élections apaisées, crédibles et transparentes. C'était donc le mardi 3 décembre. Regardez. Des équipes venues de Kinshasa ont parcouru le village de Yama, Mikambo, Mumboma et bien d'autres allant jusqu'au secteur des Paikongila. Profitant des marchés périodiques principalement à Massango, Kampopé, les sensibilisateurs de la CENI ont échangé directement avec les électeurs, expliquant l'importance de posséder une carte d'électeur valide ou un duplicata pour participer au scrutin du 15 décembre 2024. Les agents sensibilisateurs de la CENI ont répondu aux préoccupations liées aux distances à parcourir pour obtenir un duplicata et aux frais d'attestation des pertes auprès de l'OPJ. Ils ont également rappelé les heures d'ouverture des bureaux de vote et les comportements citoyens attendus le jour des élections. Le programme de sensibilisation se sont poursuivis ce mercredi 4 décembre 2024 dans d'autres secteurs. L'intérêt des électeurs pour ce scrutin témoigne de l'engagement citoyen à Massimanimba. Pour rappel, la reprise des élections législatives nationales et provinciales est prévue le 15 décembre 2024 à Massimanimba, Kwilu et Yakoma, Nord-Ubangi. Et on parle lancement le mardi 3 décembre des travaux de construction du site de la coordination du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star-Est en sigle. Ce bijou sera mis en service au profit de la paix dans cette partie du pays. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri qui a lancé ces travaux. Reportage à Fermi-Vita. C'est sur ce terrain que sera érigé le bâtiment du bureau de la coordination provinciale du projet de la stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC en province de l'Ituri. C'est le gouverneur de province, le lieutenant-général Lubuya, qui a posé la première pierre de sa construction. Celle-ci constitue une énième preuve des efforts du gouvernement congolais et ses partenaires pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Aujourd'hui, on passe à la stabilisation. La stabilisation annonce le développement. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Revenez, l'Ituri comme vous la voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus comme ça dans quelques années. Occasion pour le coordonnateur du projet de revenir sur les objectifs poursuivis. Ces projets visent dans ces objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, l'amélioration ou la réintégration des personnes associées ou des personnes affectées par les conflits, y compris ces sortants des groupes armés, en termes de réinsertion et de réintégration communautaire, mais aussi et surtout
Ce projet va devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. Situé en plein centre-ville de Bunia, cet édifice de R+2 verra ses travaux être exécutés sur une durée de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale pour un coût global de plus de 484 000 $ américains. Et après 3 ans d'arrêt d'activité, la vie a repris son cours normal à l'école primaire Bwana Soula en chefferie de Walesa-Vonkoutou en territoire d'Irumu. Ceci grâce aux efforts de l'administration sous état de siège dans la province de l'Ituri. Le constat a été fait par les autorités de la province le mardi 3 décembre. Affaire Vita revient. La province de l'Ituri verse sa paix sous l'administration militaire. Affirmation de l'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba, en mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région. Elle est confirmée par le directeur de l'épée Bwania Soula, qui n'a pas caché ses impressions face à cette reprise des activités dans son école. Nous avons vu qu'il y a des sécurités. En tout cas, il y avait des efforts fournis parce qu'il y avait notre force armée congolaise, FARDC, et en collaboration avec UPDF qui sont quand même à venir de mettre l'ordre et la sécurité ici à Bwanasola. Nous demandons à la population de revenir à Bwanasola parce qu'il y a du paix. D'après Sonia Malanga, vice-coordonnateur de la société civile d'Irumu, cette reprise est une expression du retour de l'autorité de l'État. Cela montre maintenant qu'il y a un indicateur de retour de la paix, surtout sur les trousseaux comme Andaluna. Et il y a aussi reprise des activités, surtout commerciales. Il y a certaines boutiques qui sont ouvertes ici. Il y a les retours de certains déplacés qui étaient au nord Kivu et d'autres aussi qui étaient dans d'autres territoires. Dans une partie de la chefferie de Walesa-Vonkoutou, surtout en Dimovois, il y a un peu la vie aussi à Bwanasola. Il y a l'activité scolaire de retour dans cette partie-là. Quand même, ça montre que l'armée est en train de travailler et nous félicitons. Jadis couloir de la mort, le territoire d'Irumu fait aujourd'hui peau neuve. On va finir à l'international. La Namibie a fait l'histoire en élisant pour la première fois une femme à la présidence. Netumbo Nandi, ancienne vice-présidente, a remporté l'élection avec 57% de voix. Elle a ainsi consolidé le pouvoir du parti qui dirige le pays depuis son indépendance. L'annonce des résultats a été faite le mardi 3 décembre 2024. À 72 ans, Netumbo Nandi succède à Adyen Gingob, qui est décédé en fonction. Membre actif du parti politique au pouvoir dénommé SWAPO depuis 1960, elle a joué un rôle crucial dans le mouvement pour l'indépendance et la consolidation de la Namibie après la fin de l'apartheid. Sa victoire représente un symbole de stabilité et de continuité pour le pays, surtout dans un contexte politique tendu, marqué par des frustrations croissantes liées au chômage élevé et aux inégalités sociales. Lors de son discours, Nandi a déclaré, je cite, « La nation namibienne a voté pour la paix et la stabilité », fin de citation, soulignant son engagement envers un avenir pacifique et prospère pour la Namibie. Elle a aussi mis en avant son expérience de dirigeante et sa capacité à remplir différentes fonctions au sein de son parti, le SWAPO, pour assurer la cohésion nationale. Cependant, l'élection a été marquée par des difficultés techniques, notamment des pénuries de bulletins de vote et une prolongation des opérations de vote, ce qui a entraîné des contestations. L'opposition namibienne a critiqué ces irrégularités et annoncé l'intention de contester les résultats en justice. Son représentant, Panduleni Itula, a obtenu environ 26% des voix, loin derrière Netumbo Nandi. Et cette édition est terminée. Je vous en propose l'essentiel en 3 gros titres. La redynamisation du projet de corridor de Lobito a fait l'objet d'une réunion multilatérale à laquelle ont participé plusieurs présidents de l'Afrique, notamment Félix-Antoine Tshisekedi et celui de l'Amérique. Intense combat signalé ce matin au sud du territoire de Lubero. L'ennemi M23 qui tentait d'attaquer les positions des FARDC s'est retrouvé devant une forte résistance. Et puis le Sénat a examiné en seconde lecture le projet de loi des finances 2025. Dans la nuit du mardi 3 décembre, le débat général engagé après sa présentation a permis aux sénateurs de faire des recommandations.
Voilà, on boucle complètement ce jour-là, madame, messieurs. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la chaîne du repos. Au revoir, bonsoir.